en présence de 3 chroniqueurs. Vous savez, c'est le principe, l'actualité passée au crible du regard d'Henrik Lindel, de Jean-Benoît Poul et de Carole Sabat cette semaine. Henrik Lindel, journaliste à la vie. Bonjour Henrik. Bonjour. Jean-Benoît Poul est chercheur, normalien agrégé d'histoire. Il collabore au Grand Continent. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Louis. Et Carole Sabat est avocat. Bonjour Carole. Bonjour Louis. Et vous êtes des habitués de notre antenne. On vous remercie pour votre présence fidèle et sympathique, même si l'actualité parfois peut nous présenter des visages plus ou moins tragiques. On sait que la guerre en Ukraine continue et que c'était l'arrière-fond ou le fond ou le contexte ou le prétexte, je ne sais pas, du 80e anniversaire du débarquement. Quand je dis prétexte, c'est parce qu'on parle un peu de mélange des genres. S'agissait-il de commémoration ou de sommet diplomatique? C'est une question que l'on va se poser. C'est la première question avec laquelle donc, on va commencer ce grand débat. On parlera bien sûr des élections européennes aussi. Finalement, quel est l'enjeu de ces élections européennes? La question peut paraître naïve, mais beaucoup de nos concitoyens se la posent et se demandent s'ils vont aller voter. Donc, c'est une question que l'on peut se poser, évidemment, et vous allez nous dire de quoi il s'agit. Puis, on aura 2 autres sujets, si on a le temps d'en parler, donc je les annoncerai un petit peu plus tôt. L'un qui est décliné directement de l'actualité internationale. Les Américains ont-ils voulu empêcher un accord entre Kiev et Moscou en avril 2022? Carole Sabat en parlait déjà d'ailleurs sur notre antenne quand la question s'était présentée. Et puis, un sujet d'église sur la visite fraternelle au diocèse de Bayonne. Entre guillemets. Entre guillemets. Fraternelle, oui. Entre guillemets. On sait que le mot fraternel peut annoncer quelques orages dans l'église. Alors, on va commencer par le 80e anniversaire du débarquement. Je commence avec Jean-Benoît, parce que... Quel âge avez-vous, Jean-Benoît? Ah, s'il faut tout dire à la radio, oui, j'ai bientôt 31 ans. Voilà, 31 ans. Alors, à 31 ans, même si vous êtes chercheur et que vous connaissez bien l'histoire, qu'est-ce que cela représente pour vous de fêter le 80e anniversaire du débarquement? Si vous voulez, moi je suis vraiment dans la génération où mes grands-parents étaient, on va dire, enfants ou adolescents pendant la guerre. Mais sinon, évidemment, je ne veux pas dire que c'est loin, parce que c'est vraiment quelque chose... la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui surplombe vraiment toute notre éducation et nos modes de vie. Mais voilà, il y a plus d'une génération d'écart. Et pour embrayer tout de suite sur cette question d'un 80e anniversaire, une célébration différente des autres, moi, je me souviens quand même, j'ai quand même connu un tout petit peu le 60e et le 70e anniversaire du débarquement. Je n'étais pas sur place, mais j'ai vu tout de même que les tonalités de ces 2 grandes commémorations étaient très différentes de celles qu'on a vues hier. C'est-à-dire que il y avait, je dirais presque une forme d'auto-congratulation de tous ces réunions de chefs d'État qui disaient, bon bah oui, on est toujours le club des alliés, c'est-à-dire le club de gens qui avons vaincu le nazisme. Et les Russes étaient évidemment partie prenante, on peut embrayer là-dessus. 23 millions de... Voilà. 23 millions de victimes. Un stock. Voilà, et hier, ce n'était évidemment pas le cas, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, je dirais, de beaucoup moins convenu, évidemment, mais aussi peut-être, paradoxalement, comme c'était beaucoup plus grave, il y avait peut-être une actualité qui faisait que nous sentions plus proches de ce qu'avait pu être cette atmosphère de gravité de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement, des choses, sans vouloir faire un cours d'histoire. Et voilà, lors du débarquement, Churchill voulait, vous le savez peut-être, débarquer plus tôt dans les Balkans, parce qu'il pensait que... Poursuivre la campagne d'Italie. Exactement. Et en fait, occuper le plus possible de territoire pour que les Soviétiques en occupent peut-être moins. Pour les Absolument. repousser vers l'Est. Exactement. Absolument. Donc, il y avait déjà, en fait, une forme d'antagonisme latent qui n'a jamais cessé depuis, en fait. Tout à fait. Carole Et Sabat. si j'ose enchaîner, parce que c'est exactement en fait cela. Michel de Jager, en fait, qui vient de sortir Le jour le plus long, en fait, c'est un numéro spécial d'Historia sur le jour le plus long, sur la guerre. Il donne en fait une analyse excessivement perspicace et on est en plein dans le mélange des genres et dans les contradictions. Premièrement, en fait, il dit il faut faire attention à 2 grands risques qu'on est en train de subir. Le premier risque, en fait, c'est l'hypertrophie de la mémoire. Et là, on nous sert en fait des parcours mémoriels à tous les sauces, quelque part, ce qui reflète beaucoup la faiblesse du pouvoir actuel et des pouvoirs actuels, pas seulement en fait en France. Et deuxièmement, il parle en fait des kermesses héroïques. Sur l'hypertrophie, kermesses héroïques. Et donc on est là dans une forme. Alors qu'on est à un moment en fait dans la
commémoration qui est un basculement de l'histoire, parce qu'en fait, il ne reste que 10 vétérans quelque part. Et donc, ces vétérans ne seront vraisemblablement plus là, parce qu'ils auront un peu plus que 100 ans l'année prochaine. Et donc, on bascule vraiment dans la vraie histoire, dans le sens où on n'est plus, je dirais, avec des personnes, des témoins qui ont vécu. Sur l'hypertrophie de la mémoire, il y a une forme de théâtralisation, moi, je trouve, en fait. On se congratule et on plaque, en fait, des analyses. C'est là le mélange des genres que tu as mentionné, qui est un peu très risqué. On plaque, en fait, des analyses qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Et une de ces analyses, c'est que, effectivement, on est l'empire du bien par rapport à l'empire du mal, en fait, les deux catégories qui s'opposent. Et on dit qu'on voit Hitler dans tout, en fait, nouveau qui se présente et qui conteste un peu ce club, je dirais, des amis et des alliés. On a plaqué sur Saddam Hussein, Hitler aussi, c'était le même discours, la même dialectique pour envahir l'Irak. Bon, le père, George Bush père avait quand même, en fait, s'est posé dans la première campagne de l'Irak en 1990, a eu des résolutions des Nations Unies pour y aller, je dirais, dans cette guerre, pour rétablir la souveraineté. George Bush fils n'a rien foutu, en fait, là-dessus. Et là, on voit les précédents, en fait, des invasions, quelque part, qui ne se fient pas, en fait, du droit international. Donc, on a parlé la même chose, il dit, en fait, qu'on a parlé la même chose de Milosevic au moment, en fait, de la guerre de Yougoslavie. Là, on s'est foutu complètement, en fait, du droit international. Et là, aujourd'hui, les avatars d'Hitler, en fait. Hein. Absolument. Et là, Poutine, on est dans... Je dis ça, pas ça, je dirais, pour défendre Poutine, mais pour dire comment on plaque. Il dit, en fait, des prismes d'analyse sur des situations qui ne sont pas forcément les bonnes. Et il dit, par exemple, que la Première Guerre mondiale, lorsqu'on prend le prisme d'analyse de la Première Guerre mondiale, c'était des alliés entre eux. En fait, c'était le jeu des alliances, des alliés qui étaient dans le même camp, qui, d'une certaine manière, ont abouti à ce carnage qui était la Première Guerre mondiale. C'est la réaction en chaîne, la cascade des alliances. Et peut-être que ces pays n'auraient pas été alliés, peut-être n'y aurait-il pas eu de guerre. Complètement. Le supposer. Et le dernier point, en fait, sur lequel je veux mentionner, pour reprendre ce que je disais, Jean-Benoît, là-dessus, c'est que Churchill ne voulait pas du tout, en fait, du débarquement. C'était le pilier qui était contre le débarquement. Il voulait poursuivre la campagne d'Italie pour justement éviter que l'armée rouge, qui étaient nos alliés à l'époque, en fait, Staline, qui était connu comme étant le dictateur par excellence, et avec lequel on a quand même composé, je dirais, pour faire la Deuxième Guerre mondiale, et qui a donné, pas lui, mais la Russie, 23 millions, en fait, de victimes dans cette guerre, et dont la contribution a été capitale, je dirais, pour terminer. Mais là-dessus, cette catégorie, je dirais, c'est-à-dire que le débarquement in fine a servi qui ? Et c'est ça la réalité, en fait, que Gégère voulait souligner, a servi Staline. Parce qu'en fait, à travers le débarquement, Staline voulait absolument occuper, en fait, les Allemands dans le front de la Normandie, etc., pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et arriver à Berlin le premier. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on nous sert aujourd'hui, en fait, une sorte un peu de présentation du débarquement comme étant celui, en fait, qui a libéré la France, ce qui est très vrai, mais le général de Gaulle n'a jamais été, en fait, dans la commémoration du 6 juin. C'est Mitterrand, en 1984, qui a institué ce sort de forum un peu il a demandé à Ronald Reagan, à Margaret Thatcher de venir. Donc, on est dans plein de contradictions. Et aujourd'hui, on introduit l'Ukraine dans un truc qui est complètement... Alors, c'est une question aussi qui mérite d'être dans le débat, sachant aussi pour Churchill que Churchill avait gardé le souvenir du débarquement catastrophique de Dunkerque et que donc les Anglais étaient très réticents à l'idée de répéter l'opération. On pouvait les comprendre. Henrik Lindell. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci, Carole. Merci, Jean-Benoît, pour ces analyses vraiment originales et intéressantes pour le coup. Parce que justement, on peine franchement, on peine à dire des choses intelligentes en ce moment. Je le dis comme ça, je le dis comme je le pense. Raison. Je peinais moi-même jusqu'à présent pour savoir qu'est-ce que je veux dire sur cette histoire. Cette histoire que tout le monde connaît par cœur. On a tous été bercés dans cette histoire. Et moi-même, j'en suis toujours ému chaque 6 juin. Entre parenthèses, aussi la journée nationale de la Suède. Enfin, c'est rigolo. Jean-Benoît, je suis suédois. Donc, voilà, et la Suède n'avait joué absolument aucun rôle dans ce débarquement. Pas les Danois, il y avait 800 Danois, paraît-il. Oui, mais pas suédois. Donc, voilà, il y avait une petite différence. Parce que le Danemark ayant été envahi, comme la Norvège, la Suède, par contre, on a fait un peu comme les Suisses. Donc voilà, il n'y a aucune fierté, surtout pas à chercher là-dedans. Et je communie d'autant plus dans ces valeurs, comme on dit aujourd'hui, toutes les valeurs maintenant, n'est-ce pas ? Toutes les valeurs. Ouais. Mais quelles sont ces valeurs alors qu'on célèbre, qu'on devrait célébrer ? Pour moi, c'est le sacrifice.
De fait, il y en a un. De fait, il y en a eu énormément. Je m'adresse à l'historien, mais j'ai quand même compris que la Normandie, à cette époque-là, en juin, juillet, août, c'était quand même parmi les principales scènes de guerre de l'histoire tout court. Le débarquement et les jours suivants sont comparables à Stalingrad, on est d'accord. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on l'oublie parfois. C'était extrêmement dur. C'était le débarquement, et c'était la libération de la France, vous l'avez dit, Carole, mais même si, bon, voilà, on aurait pu épiloguer énormément là-dessus et on épilogue tous les 6 juin là-dessus, etc. Mais pour moi, c'est vraiment le sacrifice, c'est vraiment la libération, c'est les libérateurs qui sont venus d'ailleurs. Certes, voilà, aujourd'hui, il faut rappeler donc le contexte politique qui n'est absolument pas du tout le même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ces analogies erronées, habiles, qu'on produit pour défendre des causes et des guerres, etc., des contextes qui n'ont strictement rien à voir. Ça, c'est très, très juste. Mais encore une fois, le sacrifice. Moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit aussi, puisqu'on parle beaucoup de la guerre à Gaza aujourd'hui, et ce que ça coûte, une guerre, pour un pays quand il veut se libérer d'une menace extérieure. Je parle là d'Israël. Hein, et il ne s'agit pas pour moi de dire quelque chose de quoi que ce soit, d'ailleurs, sur le conflit israélo-palestinien. Mais c'est quoi la guerre aujourd'hui? Les Ukrainiens, nous le rappellent aussi, bien sûr, hein. Mais cette guerre, cette seconde guerre mondiale, était extraordinairement meurtrière. J'ai lu hier ce qui s'est passé durant les bombardements des Alliés à Hambourg, à Dresde, dans d'autres villes allemandes. C'était absolument atroce. Ça rappelle quoi donc, cette histoire? Hein, et en Normandie, 20 000 morts. 20 000 morts chez les Normands. Vous me corrigerez si je dis des bêtises là-dessus. Mais c'était absolument atroce. Et ça, c'était des morts causées souvent par des Alliés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le tragique de l'histoire, le tragique aussi de la guerre. Et ça, c'est le bombardement allié de la Normandie. Oui, alors justement... 20 à 30 000 morts avant le débarquement. Et je ne suis absolument pas en train de dire que il fallait donc condamner tout. Et après, bien sûr. Le Havre, c'est le 5 septembre, et le Havre a été bombardé sans aucune raison. Et je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut condamner ou quoi que ce soit. Il faut juste s'en souvenir. Voilà le coût de la guerre. Et cette guerre, à mon avis, je le dis comme ça en étant catholique, je pense qu'elle était juste. Voilà. Et sur le terme de guerre juste, justement, en fait, Gégère, dans son article, le concept de guerre juste, c'est un concept en fait qui a été élaboré par les Occidentaux. Et la définition, c'était quoi? La définition, c'est lorsqu'il y a des intérêts vitaux, entre guillemets, ce qu'on met en fait, après on peut faire une analyse, c'est un intérêt vital. Les intérêts vitaux d'un État ou d'une puissance, en fait, qui considère que ces intérêts vitaux sont directement menacés par une menace interne ou une menace externe, en fait, on justifie la guerre et on la légitime à partir de là. Et c'est à partir de là qu'aujourd'hui, en fait, on a ce type de réalité aujourd'hui. Alors qu'à partir, en fait, d'un certain moment, on pensait que c'est le règne du droit international. Oui, mais Carole, la définition est insuffisante parce que n'importe quel État peut dire que son intérêt vital est menacé et mener une guerre d'agression. C'est ce qui a justifié en fait ce qu'on a appelé en fait dans le temps, historiquement parlant, et là je me tourne vers l'historien, c'est les États guerriers. Et aujourd'hui, Hassan Salamé, il dit en fait, on est dans cette séquence, momentum historique du retour des États guerriers fondé sur cette notion de guerre juste. C'est-à-dire chaque État qui considère qu'à partir d'un certain moment, ses intérêts vitaux sont menacés, comme la Russie, elle l'a fait par exemple. La Russie a considéré, Bismarck disait, vous voulez atteindre en fait, mettre à genoux la Russie, frappez-la en Ukraine. Donc l'Ukraine est considérée stratégiquement et militairement comme étant le ventre mou, parce que c'est une frontière en fait latérale du nord vers le sud qui traverse, c'est une plaine en fait qui commence par la plaine hollandaise et qui arrive jusqu'au ventre de Moscou. Et donc là, en fait, la Russie a considéré, à tort ou à raison, je dis, en fait, c'est le retour des États guerriers. Et cette notion d'État guerrier se base sur cette notion de guerre juste. Jean-Benoît Paul. Encore une fois, c'est l'Occident. Oui, je partage une grande partie de ce que vous venez d'énoncer. Peut-être tout de même pour juste clore ce sujet du débarquement, ce que les historiens disent à la fois, je dirais, pour le relativiser et tout de même fonder sa légitimité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus des historiens de la chose militaire pour dire que ce qui a avant tout vaincu le nazisme, c'est l'armée rouge. C'est le rouleau compresseur à l'est de l'armée rouge, et le théâtre de guerre et des opérations à l'est était infiniment plus étendu et plus important qu'à l'ouest. Cela étant, je dirais que il y a certes un mythe du débarquement à l'ouest, mais
c'est tout à fait le pendant du mythe de la Grande Guerre patriotique à l'Est. Et je dirais, aucun n'est plus faux que l'autre, et s'il faut absolument en désigner quelque chose de matriciel et de très important dans la mémare, c'est cette fameuse Grande Guerre patriotique qui est théâtralisée par la Russie aujourd'hui. Oui, par Staline, et puis réélaborée par Brejnev après, etc. Et par Poutine aujourd'hui. Et là encore, on en fait un événement quasiment mythologique, parce que les Russes ne parlent jamais du nazisme, ils parlent toujours de la guerre contre les fascistes. Donc c'est d'emblée, conférer à ces choses une dimension pas du tout nationale, alors qui était quand même très présente à l'époque, mais une dimension idéologique. C'est le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. C'est le discours depuis Reagan, en fait. C'est l'empire du bien, l'empire du mal. Mais c'est très intéressant, en fait, le regard de l'historien aussi, qui donne des facettes d'explication d'aujourd'hui. La conjonction du débarquement, c'est-à-dire de l'intérêt américain, d'une certaine manière, du débarquement en Normandie, et là, avec l'intérêt russe, soviétique à l'époque, en fait, pour arriver le plus rapidement possible vers l'Allemagne, il y avait une conjonction d'intérêts qui était manifeste, en fait, qui n'était pas seul l'intérêt de l'Europe, qui était l'intérêt, en fait, des Soviétiques, mais aussi des Américains, d'arriver, Kissinger disait, j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux. Et donc, c'était exactement ce qui s'est passé. Donc, finalement, on a jeté toute l'Europe de l'Est sous le joug, je dirais, du rideau de fer avec cette stratégie-là, alors que l'intérêt de Gaulle, l'intérêt en fait des Européens, Churchill aussi, qui était plutôt, en fait, De Gaulle, il célèbre davantage le débarquement en Provence, et non pas du tout, en fait, le débarquement de Normandie. Et il a boudé, à chaque fois, il n'envoyait même pas un ministre, en fait. C'était pour lui, en fait, une commémoration militaire, ni plus ni moins, bien sûr, parce qu'il y avait Kiefer qui était là, en fait, la brigade. Mais les Français et les Européens n'étaient pas forcément dans cette perspective stratégique, qui a finalement coupé l'Europe en deux, et qui a servi quoi ? Il faut se poser la question. Non, mais c'est vrai que les intérêts des deux grands blocs. Voilà, c'est ça. Les deux superpuissances sont arrivées et puis ont dépecé l'Europe. Complètement. Simplement. Partage de Berlin. Maintenant, on se dit, s'il n'y avait pas eu le débarquement de Normandie, si Staline avait poussé plus loin les troupes, rien n'indique qu'il ne se serait pas entendu avec l'Allemagne nazie, qu'il n'aurait peut-être pas capitulé, qu'on aurait eu une sorte de système un peu hybride entre les soviétiques et les nazis. Mais il l'a fait au début de la guerre. Voilà, mais en fait, on aurait eu à la fin ce qui aurait pu être. Mais son intérêt, c'était de casser la géopolitique allemande, la géopolitique allemande, c'est-à-dire de l'Allemagne unie. Parce que l'Allemagne unie, c'est une menace davantage pour l'Est que pour l'Ouest. En tout cas, ce débarquement, il faut savoir qu'il y avait 82 pays qui étaient engagés quand même contre l'Allemagne nazie. 82 pays, 28 pendant la Première Guerre mondiale, 82 pendant la Seconde, et il a fallu quand même ces 82 pays, même si les Allemands, comme on a pu dire dans une de nos rubriques d'ailleurs, l'armée allemande qui se trouvait sur le front de Normandie, en particulier qui gardait donc les fortins, les forteresses, c'était beaucoup des Allemands, alors soit réservistes, soit des Allemands, même des pays de l'Est qui n'étaient pas forcément allemands, et c'était des troupes qui n'ont pas pu résister face à la puissance de feu des Américains, qui d'ailleurs eux-mêmes étaient minoritaires dans les 150 000, parce que ça on ne le dit pas non plus, les Américains ont préempté quand même l'image du débarquement, alors qu'il y avait plus de Britanniques, et puis on parle pas très peu des Canadiens, il faut quand même leur rendre hommage à ces Canadiens quand ils ont pris l'aéroport de Carpiquet près de Caen. Ce sont eux qui ont affronté en premier les divisions SS et ce sont eux qui ont vraiment dégusté, enfin les premiers, dans cette guerre. Et on en parle très peu. La résistance française aussi. Donc il y a aussi une autre histoire du débarquement à écrire. Celle aussi, bien sûr, comme vous l'avez dit, de toutes les villes qui ont été ravagées, Saint-Lô, Caen, bien sûr détruit à 80%. Le Havre, Lisieux, qui ont souffert sur des bombardements alliés, dont aujourd'hui on questionne un peu la légitimité. C'est peut-être pour reprendre ce que vous avez dit, Jean-Benoît, avec les précédentes commémorations, certaines desquelles j'ai pu assister, on ne parlait pas du tout des victimes civiles du débarquement de Normandie. Aujourd'hui, ça commence à arriver dans les médias et au niveau des historiens. Et peut-être que là aussi, il y a une mémoire à étudier. On bascule dans l'histoire, là. On bascule dans l'histoire. Avec grand H. Il y a même la question qui s'était posée de savoir s'il fallait reconstruire Saint-Lô comme Oradour-sur-Glane. Est-ce qu'il fallait laisser Saint-Lô en l'état, comme on a laissé le village d'Oradour? Et finalement, le choix a été fait de reconstruire Saint-Lô. Pas forcément très bien, d'ailleurs, parce qu'on peut aussi douter de la qualité des reconstructions d'après-guerre. Mais bon, ça, c'est une autre question. Ce patrimoine merveilleux qui a disparu quand même dans ces bombardements. Voilà, ça fait partie des questions qui demeurent en suspens et qui peut-être seront étudiées à l'avenir par les historiens et par les journalistes, pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a encore des réflexions que vous voulez partager sur cette question? Il nous reste 2 minutes. Ah oui, j'avais quand même. Allez, Jean-Benoît. Juste, exactement pour faire écho à ce que vous venez de dire, c'est la première fois que sont médiatisés des travaux historiens universitaires sur une sorte de tabou absolu, les viols commis par les GIs et commis par l'armée des libérateurs, parce qu'il y en a eu en Normandie, mais c'est la première fois que le mur de silence, en écho évidemment à des débats contemporains, MeToo, etc., est détruit dans des médias un peu généralistes. Et c'est quelque chose de tout à fait... Je pense que ça montre aussi que l'histoire fait son œuvre, alors non pas qu'elle remplace la mémoire, parce que la mémoire est sans cesse réactivée et réélaborée, mais qu'il y a un temps d'histoire scientifique qui arrive et certaines vérités deviennent dissibles. Il ne s'agit pas évidemment de dire voilà, il y a des Américains qui ont violé, donc c'était des monstres et pas des libérateurs. C'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que voilà, quand moi j'étais plus jeune, ce qu'on entendait dire, ce qui était tout à fait vrai, c'est que c'était les soldats soviétiques qui violaient. Et c'est vrai qu'ils ont sans doute infiniment été plus brutaux. C'était ça, c'est sans doute vrai. Mais des viols américains, on ne parlait absolument pas. Et là, désormais, voilà, c'est le cortège des horreurs de la guerre. Hein. Sur les horreurs de l'épuration. Il y a des soldats américains qui ont été jugés sur place, qui ont été pendus même sur place. Hein, oui, il y a des dossiers en fait. C'est grâce à des dossiers. C'est vrai qu'on le voit dans aucune iconographie. Mais dans l'histoire, on va dire un peu canonique de la guerre, on n'en parlait pas. Parce qu'il y a un récit en fait qu'on veut imposer. Ouais. En même temps, comme on a pu le dire dans d'autres contextes. On a besoin aussi de ces récits. Peut-être pas de cela, mais on a besoin de récits. On a besoin d'histoire avec un S à la fin, pour se structurer soi-même aussi. Et ça fait partie d'un des récits majeurs de notre, si j'ose utiliser un gros mot, notre civilisation. Voilà. On a besoin quand vous voulez dire on a besoin de récits, on a besoin d'autres récits par rapport au récit officiel. Non, on a besoin de récits. Tout coup, il ne s'agit pas d'établir un récit officiel parce que des autorités qui l'établissent ne sont pas forcément éternelles. Mais nous, en tant qu'êtres humains, en tant que des êtres sociaux, donc qui vivent avec d'autres personnes, nous avons besoin de récits avec un S à la fin pour nous construire. Et pas le récit. Et le mot mythe, quand vous parlez de mythe, c'est un mot intéressant parce qu'on a tendance à penser c'est des foutaises. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Tout à fait. Je ne vais pas vous faire dire ce que vous voulez dire, mais moi, je pense qu'un mythe, c'est absolument fondamental pour l'être humain. J'ai aucun problème à parler de mythe quand il s'agit de la Genèse, par exemple. En tant que chrétien, je pense que ça peut être un mythe, mais qui est un mythe fondateur, qui nous fonde. Mais la question, c'est le rapport à la vérité. Est-ce que le mythe est vrai ou pas? Parce que il faut toujours... Non, mais là, nous sommes encore en mesure d'étudier ce qui s'est vraiment passé, comme on dit, le 6 juin et après, et avant. Et il faut le faire, bien sûr. Mais simplement, cette histoire-là, elle est tellement importante qu'elle nous construit aussi. Henrik Lindell, Carole Sabat et Jean-Benoît Poul. Le grand débat revient après les infos. De 8h, un autre sujet nous emmène. Un autre sujet avec des connexions, les élections européennes, bien sûr.